Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle version pop-up du Paris Radio Show. Voilà, on est très content de pouvoir vous recevoir dans ce beau bâtiment. Voilà, et on a prévu pour vous concocter un programme de conférences. Vous verrez qu'il y a plusieurs activités sur les 3 étages. Et ici, pour ce qui nous intéresse, c'est le sujet du podcast qu'on a développé depuis quelques années au sein du salon, qui a une composante naturelle de ce grand univers écosystème de l'audio digital, qui avait pris racine sur le salon à travers la radio et qui s'est étendu sur ces nouveaux territoires. Je vais pas plus m'étendre. Je voulais vous lancer ce track, cette série de conférences de la journée, et remercier Mélanie pour avoir pris en charge la modération, la préparation de ce sujet sur la monétisation. On commence par un élément clé, en tout cas une préoccupation majeure des podcasteurs. Il y a quelques années, on avait du mal à trouver des gens qui vraiment en faisaient leur métier, pouvaient en vivre. C'est le cas maintenant et on est très content de vous recevoir pour que vous puissiez échanger un petit peu ces approches que vous avez eues, diverses, au niveau du financement. Et Mélanie qui baigne dans le sujet et qui accompagne tous ces podcasteurs à différents niveaux, va nous présenter un petit peu les intervenants. Merci. Merci beaucoup Nicolas et je suis très contente de commencer cette journée avec un tel panel d'invités que je vais vous présenter tout de suite. Mais d'abord au sujet de notre sujet, justement, aujourd'hui, on va parler de monétisation des podcasts, qui est un sujet qui est sur toutes les lèvres quand on est podcasteur ou podcasteuse. Et c'est pas sans raison puisqu'on y met beaucoup de passion et beaucoup de temps. Alors, je vous présente, je vais faire dans l'ordre de présentation comme ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée par plusieurs personnes qui sont non seulement expertes, mais aussi vivent de leur podcast. Je vous présente Pauline Grisoni, qui est podcasteuse et créatrice de La Leçon. Si je me souviens bien, depuis 2018 et aujourd'hui, plus de 100 épisodes, je crois 117, 130 épisodes à son actif et beaucoup d'autres choses, des milliers d'auditeurs, de l'influence. On en parlera tout à l'heure des modèles économiques, mais chacun a son modèle économique très précis. Guillaume Vendée, à côté de moi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, Guillaume est créateur du podcast Tech Café, qui est un podcast sur l'actualité des nouvelles technologies. Depuis plus de 10 ans. Alors, c'est un dinosaure, désolé de t'appeler comme ça. 2011, si je me souviens bien. Alors, moi, j'étais pas encore auditrice, mais depuis 2011, Tablette Café puis Tech Café, et qui a créé 2 autres podcasts et un modèle économique, notamment autour du crowdfunding des auditeurs sur Patreon. On en parlera tout à l'heure. J'ai aussi autour de moi Clémentine Gallet, la créatrice de... Ah, tu as le micro si tu veux. Ah, ça marche pas ? Peut-être le donner. Ah ouais, bonjour. Le micro marche pas, on va. Non. Attends, je passe un truc. Tiens. Allô, ouais, Ça marche, c'est bien. bonjour. Avec 2, c'est bien. Ah si, aussi ça marche. Tout marche, tiens. Et donc Bliss Stories, si je dois encore le présenter, puisque depuis sa création en 2018, Bliss Stories aussi a plus de 174 épisodes. Absolument, très bon. 175e Bientôt. lundi prochain. Ouais. 175 épisodes. Donc on peut dire que c'est aussi c'est non seulement un podcast qui a podcasteuse d'expérience, mais aussi un podcast de référence sur la grossesse et la maternité et qui libère la parole des femmes à ces sujets. On verra avec Clémentine tout l'écosystème qu'elle a développé autour de ça, puisqu'aujourd'hui, Bliss, c'est une marque et des produits. Oui. Et enfin, on a autour de nous Christopher Simonelli, CEO d'Orso Media. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Orso Media, qui est un label de podcasteurs indépendants et qui accompagne à la monétisation et beaucoup plus de choses que ça. Alors, on va commencer par les modèles
les modèles économiques. Aujourd'hui, il y a autant de modèles économiques que de podcasteurs, mais on peut dégager quelques types en fait de modèles. J'aimerais bien vous interroger. Alors, on parle beaucoup de sponsoring par des marques, on parle beaucoup de crowdfunding. C'est différentes choses qui sont parfois mystérieuses. Là, aujourd'hui, on va avoir des exemples très concrets. Je vais passer la parole en premier à Guillaume, puisque tu es le seul, il me semble, autour de cette table à avoir un modèle autour du crowdfunding, et donc en bon français, financement participatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de ton podcast Tech Café, et puis comment tu en es venu à choisir ce modèle-là? Ouais, Tablette Café, c'est né il y a un petit peu plus de 10 ans, effectivement, maintenant. À l'époque, je croyais que les iPads allaient révolutionner l'informatique et remplacer les ordinateurs. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais il n'empêche qu'on a aimé parler tech. Et aujourd'hui, on en parle vraiment sous un angle très généraliste. On prend en compte tous les enjeux autour des GAFAM, des GAMAM maintenant, les impacts sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on peut avoir dans notre quotidien, en fait, tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc, on fait un résumé de l'actu tech chaque semaine, avec des compléments, des interviews, des dossiers thématiques. Et effectivement, assez vite, moi, j'ai basculé dans un financement participatif. En fait, pour l'anecdote, c'est au bout de quelques années, les auditeurs qui ont dit eux-mêmes, moi, ce contenu, il me plaît, il me divertit, il m'informe. Et du coup, je voudrais participer, je voudrais faire partie je voudrais faire partie de l'aventure et je voudrais financer le podcast. J'ai constitué une asso et on a fait un financement participatif sur Tipeee à l'époque, la plateforme. Le temps passant, il a fallu quand même que je revoie un peu la structure. L'asso avait vite ses limites. Donc, je me suis constitué en tant qu'entrepreneur et j'ai basculé le financement participatif sur une autre plateforme qui s'appelle Patreon. Donc, le principe est le même. C'est que les personnes font comme sur Ulule, finalement. Au lieu de financer un projet, ils s'abonnent de manière récurrente et en échange, ils ont des contreparties. Et puis, pour compléter un petit peu le panorama économique, j'allais dire, depuis 2 ans maintenant, il y a la régie média de Nouvelles Écoutes, donc Native, qui m'accompagne et qui vient en complément sur les revenus de Tech Café. Donc le modèle est un peu complémentaire pour finir le panorama, c'est qu'il y a la pub par défaut pour les personnes qui écoutent le podcast gratuitement, et puis quand ils souhaitent financer le podcast sur Patreon, du coup ça leur débloque un flux sans la pub. Ils profitent du podcast en complet également. Oui, aujourd'hui, il y a un mix entre le crowdfunding des personnes qui veulent participer financièrement au podcast et celles qui participent pas financièrement au podcast. On va en avoir de la pub sur tes épisodes. C'est exactement ça. On va en venir à la pub tout à l'heure, puisque Pauline et Clémentine ont aussi cette régie de Nouvelles Écoutes qui s'appelle aujourd'hui Native. Et puis Orso Média surtout a une expertise sur ce sujet. Je vais revenir juste un peu sur le crowdfunding. Donc, quand tu as créé ton podcast en 2011, on n'était pas du tout comme aujourd'hui avec tout cet écosystème de marques qui se développe autour des podcasts. Quelle était ton ambition, si on peut dire, financière, et au bout de combien de temps et peut-être combien d'écoutes ou d'auditeurs tu as commencé à financer? Alors, j'avais pas d'ambition, c'était vraiment un side project. Encore aujourd'hui, j'ai 2 métiers, donc je suis salarié et j'ai cette activité de podcasteur pro qui se complète encore aujourd'hui. Il faudra que je fasse un choix parce que je pense que mes journées vont avoir leurs limites. Mais j'avais pas d'ambition particulière. Après, ce qui est marrant, c'est que voyant que les choses évoluent et ayant des retours positifs, ça donne forcément à chaque fois envie d'aller un peu plus loin. Très très vite, en fait, au bout de quelques retours d'auditeurs, quand on commence à te dire plusieurs fois par mois, moi je veux contribuer financièrement, c'est là où du coup ça te déclenche cette envie-là. Ça faisait combien de temps que le podcast existait? Combien d'épisodes? Parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de monde demande. Au bout de combien de temps est-ce que je peux espérer monétiser? En écoute ou en nombre auditeur. d'épisodes? Parce qu'en fait, en nombre d'épisodes, je trouve que c'est pas forcément un bon point de repère finalement, parce que on peut avoir des contenus froids qui sont consultés très souvent dans le temps par plein de personnes différentes. Il peut y avoir des contenus chauds. Moi, c'est un petit peu le cas de Tech Café. C'est des contenus qui sont consultés dans une durée très réduite parce que les gens s'intéressent à l'info pendant un court laps de temps. Je touche quelque part peut-être un petit peu une niche aussi en termes d'auditeurs. Donc je trouve que raisonner en nombre d'épisodes, c'est pas forcément toujours hyper pertinent. Moi, j'avais quand même quelques années, je dirais 3-4 ans, au bout desquels on a commencé à activer le financement participatif. Oui, il y a 3-4 ans à l'époque. Aujourd'hui, des fois, ça va plus vite puisqu'il y a beaucoup plus vite aujourd'hui, cette connaissance aussi du podcast. Ouais. Merci beaucoup. Alors, tu faisais la transition sur le fait qu'aujourd'hui, tu as un modèle mélangé, mix, hybride et crowdfunding
et financement par des marques et du sponsoring à travers la régie Nouvelle Écoute. Alors, il existe plusieurs types de régies. Il y a Nouvelle Écoute, il y a celle de Binge, il y a celle d'Acast. Voilà, on n'est pas sponsorisé par une en particulier, mais c'est vrai que Native, qui est celle de Nouvelles Écoutes, et celle de et celle de Pauline aussi et de Clémentine aussi. J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience, Clémentine, sur tes débuts avec Bliss et cette régie-là, puisque tu étais au tout début, il me semble, de l'histoire. Absolument, ouais. Moi, j'ai lancé Bliss en avril 2018 et très vite derrière, il y a eu le premier Paris Podcast Festival en octobre 2018 et c'est là qu'on s'est tous retrouvés pour la première fois dans notre tribu de podcasteurs et c'était génial et c'est là effectivement que j'ai rencontré la régie Nouvelles Écoutes et qui démarrait en fait et on a décidé de tenter l'aventure ensemble et de voir si ça pouvait intéresser des annonceurs et très vite ça a été efficace en fait puisque moi mes audiences ont assez vite explosé donc très vite il y avait de quoi nourrir des annonceurs en leur proposant des messages évidemment sur mesure et très ciblés quoi tout de suite. Donc ouais, on s'est bien entendu tout de suite quoi. On a constaté que ça marchait bien. Ouais. Ouais. Et quand tu dis tes écoutes ont explosé, on était en quelle dimension d'écoute? Eh bien déjà, alors moi je n'avais aucune référence. C'est ça qui était assez marrant, c'est que moi quand j'ai lancé Bliss, je connaissais pas d'autres podcasteurs justement, et c'est pour ça que ce festival et des lieux comme ça sont des endroits formidables pour se rencontrer entre nous parce que on peut justement échanger et comparer un peu nos médias. Moi, assez rapidement, j'ai fait 100 000 écoutes par mois. Bon, aujourd'hui, j'en fais 700 000, donc c'est vrai que ça paraît loin, mais déjà 100 000 écoutes par mois, ça commence à être intéressant quoi pour des annonceurs. On peut leur proposer d'avoir des messages qui sont dans la durée et qui peuvent impacter du coup une audience captive, engagée, quoi. Voilà. Oui. Et on parlera de ce qui est autour aujourd'hui de Bliss, mais j'aimerais bien, Christopher, avoir justement ton retour d'expérience, ton expertise sur ce sujet-là, les annonceurs, ce qui les intéresse, le nombre d'écoutes, enfin vraiment cet écosystème de partenariat entre les marques et les podcasts indépendants. Oui, alors chez Orso Media, nous on fait essentiellement du sponsoring, mais j'aimerais quand même dire en amorce que c'est le modèle qui fonctionne pour Orso Media et pour les podcasteurs, mon secteur qui est avant tout celui de l'entreprise, de la finance perso, de l'innovation. Mais c'est pas forcément un modèle qui fonctionne pour tous les podcasteurs. Aujourd'hui, si on peut avoir un podcast qui fait 5000 écoutes par mois, mais qui est sur une niche très petite. Si on ramène ça à un CPM entre, je sais pas, 50 à 100 euros, faites les calculs, ça fait vraiment pas grand-chose à la fin du mois. Donc, il faut trouver d'autres sources de revenus et Patreon en est une très bonne. Il y a un exemple qu'on donne souvent, il y a la théorie des 1000 hardcore fans. C'est-à-dire que si vous avez, vous n'avez pas forcément besoin de 100 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux partout. Il vous suffit d'avoir 1000 hardcore fans qui sont prêts à vous donner entre 6 et 10 euros par mois pour que très rapidement ça puisse générer entre 6 et 10 000 euros par mois en fait. Donc c'est tout de suite assez conséquent. Donc nous on utilise beaucoup le sponsoring avec une conception en plus très spécifique chez nous parce que c'est ce qui fonctionne sur notre marché. Nous, j'aime bien dire qu'on fait du bouche à oreille de nouvelle génération. Bouche à oreille déjà parce que le podcast c'est une bouche qui parle dans l'oreille des auditeurs. Mais en termes de sponsoring, on est sur la même chose que du bouche-oreille que vous pouvez avoir dans votre repas de famille le dimanche midi. Et la relation que les podcasteurs d'Orso Media ont nouée avec leurs auditeurs est une relation de confiance qui est assez comparable à celle qu'on peut avoir avec nos proches, nos amis. Et donc la valeur de la recommandation d'un ami est 100 fois plus forte que celle d'un format publicitaire classique, des affiches dans la rue, une campagne à la radio, une campagne à la télé. Et donc, nous, on fonctionne avec cette approche-là, ce qui nous engage aussi vis-à-vis de nos auditeurs, parce qu'on a un contrat avec eux. Et donc, on est très regardant avec au sujet des marques avec lesquelles on travaille. On a quelques critères vraiment mandatory, comme on dit. Le premier, c'est qu'il y a un vrai fit entre le podcasteur et la marque.
un exemple tout bête. Si demain, on a Mathieu Stéphanie chez nous, qui est aussi mon associé. Aujourd'hui, il est très maqué avec Conto, qui est une banque pour les entrepreneurs. Mais c'est une banque qu'il adore. Et il était déjà client de Conto avant que Conto soit son sponsor. Il en parle partout. En déj, c'est même super relou, je vous le dis. Il est là, il fait la démo, regardez comment ça marche, le ticket de caisse, on le scanne, c'est super. Gratuit, ouais. Donc déjà naturellement, il est un grand fan de Conto. Si demain, je ne vais pas citer de marque concurrente, mais si demain une banque concurrente de Conto vient nous voir pour travailler avec Mathieu, on lui dira que voilà, c'est pas possible. Et quel que soit le budget en fait, parce qu'on a un contrat avec nos auditeurs. Si on dit un jour, si vous êtes entrepreneur, vous voulez monter votre boîte, allez chez Conto parce que c'est une tuerie. On ne va pas 2 jours plus tard dire le contraire ou dire la même chose d'un concurrent. Donc c'est un contrat qui nous engage auprès de nos auditeurs et c'est quelque chose qui a aussi de la valeur. C'est-à-dire que forcément, je parle encore de Conto, mais parce que c'est un bon exemple, c'est un gros partenaire d'Orso Média. Mais donc ça veut dire qu'en faisant ça, il lock entre guillemets le secteur bancaire sur les podcasts de Mathieu, et nous ça nous coupe potentiellement 2 opportunités, donc ça a de la valeur, et ce qui nous permet de maintenir des CPM, j'ai pas envie de dire élevés, parce qu'ils sont juste on va définir CPM pour les personnes CPM qui c'est le pas... coût pour 1000. Alors forcément, même si on fait pas du sponsoring, mais on rentre des campagnes sur son podcast, on est toujours amené au final quand même à ramener ça au coût pour 1000. Donc pour 1000 écoutes, voilà le chiffre d'affaires que je suis capable de générer. Je regardais les chiffres, j'étais au London Podcast Show la semaine dernière. Je crois que le CPM moyen, c'était autour de $25. Voilà. Donc oui, ça comprenait à la fois la pub classique, donc c'est des formats de 30 secondes qu'on met en pré-roll devant les podcasts, mais aussi le sponsoring sur des podcasts natifs. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, et on est très transparent sur nos chiffres, notre CPM moyen en avril était de 125 €. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'on est sur un secteur qui est celui du B2B, un secteur professionnel, où la valeur d'un lead, c'est un potentiel client qu'on apporte à un sponsor, est bien plus élevée que dans le grand public. Oui, ça vaut pour votre secteur. Voilà. Ça vaut pour notre secteur. Si demain on lance des podcasts, je sais pas, sport ou dans l'édition, ou dans l'art ou la culture, je pense parfois pas c'est... Exactement. C'est moi. Exactement. Pour revenir à ma question par rapport aux écoutes de Clémentine qui étaient déjà énormes, on peut dire en 2019 on était, 2018-2019. À quel moment, quand on est un sponsor, alors dans ton secteur, mais on parlera d'autres secteurs, c'est intéressant pour eux, selon les demandes que vous avez, de se faire un partenariat avec un podcast? À partir de combien d'écoutes du podcast? En fait, je sais que c'est une question piège. Ouais, non, pas vraiment piège, mais on va dire que c'est en fonction du secteur d'activité du sponsor. C'est quoi son potentiel des clients déjà? C'est quoi son marché potentiel en France déjà? Quelle part de ce marché écoute des podcasts? Parmi les auditeurs de Clémentine, combien sont potentiellement dans ma cible auditrice? Mais auditeurs aussi, un peu. Combien sont potentiellement des futurs clients? Donc, il est comme ça, le calcul. Si on s'appelle Renault et qu'on est très grand public, on a vocation à vendre des voitures à une très grande majorité de Français, c'est très différent d'un acteur du logiciel de compta qui n'adresse que les entrepreneurs dans un secteur défini. Mais les tarifs enfin, plus on est sur un secteur de niche, généralement, plus les tarifs sont élevés. Oui, parce qu'on a moins de monde à aller chercher, donc exactement. Plus qualitatif. C'est vrai que j'ai oublié de me présenter en même temps, mais il se trouve que je dis ça parce que j'avais quelque chose pour rebondir sur ton intervention. Moi, j'ai créé plusieurs podcasts aussi, à peu près au même moment que Pauline et Clémentine, et je suis la fondatrice d'une agence qui s'appelle Bonjour Podcast, et j'accompagne les podcasteurs indépendants pour monétiser et les marques à médiatiser et produire leurs podcasts. Donc on est pile sur ces sujets, et ce que je voulais confirmer de ce que tu viens de dire, Christopher, c'est que il y a certains podcasteurs que j'accompagne qui ont peu d'écoutes. Si on pense en centaines de milliers, ils n'ont pas du tout des centaines de milliers d'écoutes, ils ont 10 000 écoutes ou 5 000 écoutes, et on peut en fait monétiser, mais via des packages très globaux. Donc il faut bien travailler ces packages-là. Et du coup, je vais me tourner vers toi, Pauline, parce que toi, tu as donc le podcast La Leçon. Tu étais journaliste auparavant à Cosmo, et tu as quitté ton emploi pour lancer
te lancer dans cette aventure à 100%. J'aimerais bien que tu reviennes sur ton expérience sur voilà la leçon, son développement et le premier modèle économique que tu as pu trouver, que ce soit à travers des sponsors, comme on vient de le dire, et ensuite ta diversification et l'influence. Bonjour, moi j'étais donc chez Cosmo, je quitte mon taf après 1 an de la leçon parce que je me dis ok, ça commence à bien marcher et je sens que si je me donne pas à fond, je vais jamais réussir. Je sais pas comment t'as fait. Moi je sais en tout cas que j'étais un peu partout et nulle part vraiment à 100%. Je me suis dit, ok, c'est le moment, j'y crois, je sens que ça va venir et qu'on va commencer à monétiser fort et que ça va être un écosystème un peu comme les youtubeurs, qu'on va être les prochains youtubeurs. Donc je me suis lancée. Je suis partie, je précise, avec le chômage, ce qui m'a grandement aidée. Et puis j'ai fait une campagne de crowdfunding sur Ulule. Au départ, une petite campagne. J'ai été lauréate Contrex, donc ça m'a bien aidée. C'était très chouette et ça m'a aussi rassurée parce que lorsqu'on a l'aval de personnes qui ont envie de soutenir votre projet, mine de rien, psychologiquement, ça donne une confiance en soi et on se dit ok, je crois que je suis au bon endroit et que je vais dans la bonne direction. Et puis j'ai mis 1 an et demi, moi, à réussir à le monétiser, mon podcast. Ça a été beaucoup plus long que prévu. Et donc j'ai tout de suite eu une approche globale en me disant ok, je peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je peux pas compter que sur le sponsoring d'épisodes parce que chez moi, ça prend du temps. Alors, j'ai cette idée en tête en fait de modèle économique, d'avoir que des marques. Est-ce que j'avais une idée de modèle économique ? C'est un peu de la survie aussi, hein. Et puis, il faut se replacer dans le contexte. On était complètement paumés au départ. On tentait des trucs. Je me suis juste, et j'ai toujours gardé ça en tête, et c'est encore le cas aujourd'hui, la leçon, ça a toujours été mon podcast vitrine. Le heureux hasard qui est arrivé, c'est que j'ai pu le monétiser. Mais je me suis toujours dit, ça va être ma vitrine. Je vais montrer ma personnalité, qui je suis, ce que je peux faire. J'ai toujours tout fait sur ce podcast, de la communication au montage. C'est génial parce que maintenant, je suis capable de tout faire. Et je me suis toujours dit, grâce à ce podcast, ça va faire venir d'autres opportunités. J'ai donné des cours. Des marques ont commencé à me contacter pour créer leur propre podcast. J'ai travaillé avec mon ancien média, avec la régie du groupe Marie-Claire que j'adore, qui est une super régie et avec qui je travaille encore aujourd'hui. Tout ça avant même de commencer à monétiser mon propre podcast. Et puis, truc de dingue, mais moi j'ai commencé à gagner ma vie avec la leçon durant le premier confinement, ce qui est quand même vraiment lunaire quand on se rappelle de cette période terrible à l'époque. Et aujourd'hui, je suis sponsorisée sur la leçon. Et à côté de ça, j'ai de nombreuses activités de freelance. Je produis des podcasts, je suis journaliste, je suis voix off. Et ça me permet de me sécuriser en me disant, quoi qu'il arrive, je me mets des petites cartouches un peu partout. Oui. Et ce que je retiens en fait de l'écosystème que tu as créé, c'est que on n'a pas forcément une source de revenus, de sponsoring, et si elle n'est pas suffisante, on se dit j'ai pas réussi à monétiser mon podcast. Ouais. C'est une vraie monétisation de développer des compétences et de proposer ces compétences à des marques, à des médias comme tu le fais. Et ça paie bien, ça paie mieux. C'est important de le signaler aussi. Et en fait, ta monétisation, parce que ce mot il est un peu fourre-tout, mais ce qui veut dire monétisation, c'est plutôt avoir des sources de revenus qui viennent de son podcast, que ce soit directement ou indirectement via ta vitrine. Complètement. Et donc toi, tu as fait une vitrine et tu as permis de développer des activités. C'est ça. Ce qui est un peu dangereux aussi parce que il y a certains moments où j'ai beaucoup de travail, par exemple en ce moment, sur les autres projets que j'entreprends, et tout d'un coup, je mets presque la leçon en retrait, et ça, c'est une grave erreur parce que c'est toujours et ce sera toujours grâce à la leçon que je gagnerai ma vie, rien que par le nom, quoi. Et est-ce que tu peux dire ce que tu proposes à des marques et des entreprises? Quel type de mission tu fais? Alors, si je suis tout à fait transparente, maintenant, c'est plutôt les marques ou les régies publicitaires ou les médias qui viennent me voir. Et souvent, avec un brief qui est déjà défini. On recherche une voix pour notre podcast. On aime l'ADN de la leçon, ce côté bienveillant, d'où discussion informelle.
Nous, ce qu'on cherche, c'est cet état d'esprit sur le podcast qu'on est en train de créer. Est-ce que ça te parle? Quel est ton budget? Est-ce que tu peux intervenir, écrire les questions? Est-ce que tu peux juste faire la voix off? Est-ce que tu peux nous proposer un package avec le montage, la diffusion, etc., etc. Et puis en parallèle, moi je me suis toujours dit qu'il fallait que je développe mes réseaux sociaux parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est non seulement un moyen de communication, mais un moyen de rémunération. Et donc, mon compte Instagram, il monte petit à petit, mais il monte. Et aujourd'hui, j'arrive à valoriser ce que je propose aux marques aussi en leur disant, mais je vous propose ensuite de le diffuser sur mon réseau qui est ultra en affinité avec le podcast. Et donc, comme ça, j'arrive à augmenter mes budgets. Et oui, je sais pas si ça marche. Mais... Ouais. Vous m'entendez bien? En tout cas, on a entendu mon gros rire gras à l'instant, donc tout va bien. Vous m'entendez mieux? Ouais. Du coup, ce qu'on peut résumer, c'est que tu as créé une vraie marque autour non seulement de la leçon, mais aussi du nom Pauline Grisonnier. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais créé de compte Instagram La Leçon, parce que je me suis dit, imagine que, je sais pas, dans un an, tu arrêtes ton podcast. Qu'est-ce que tu en fais de ce compte Instagram, de cette communauté que tu as réussi avec la force du temps à consolider? Moi, ce que je veux, c'est me faire un nom, à mon nom propre, me faire connaître pour provoquer des opportunités. Et voilà, c'est pour ça, c'est ma marque ombrelle, disons, Pauline Grisonnier. Paulette Grisonnier sur Paulette Instagram. Grisonnier. Oui, et tu changeras pas de nom. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un choix très personnel qui marche bien, mais que tous les podcasteurs font pas ça. C'est vrai que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Ouais. C'est un choix assez singulier, puisque la plupart du temps, on va créer un compte Instagram, des réseaux sociaux, etc., autour du nom de son podcast. Et se détacher, soit parce qu'on veut pas se montrer, soit qu'on veut mettre en avant cette marque en particulier. Et là, je vais tourner vers Clémentine, puisque toi, tu as créé une véritable marque autour de Bliss Stories. Ah oui, il marche pas. Bliss Stories, le podcast, mais aussi Bliss, l'entreprise maintenant. Oui, alors c'est marrant parce que je me reconnais dans évidemment on a plein de choses en commun avec Pauline. D'ailleurs, on a démarré vraiment quasiment ensemble et on se sert. Enfin, moi, je me sers aussi évidemment énormément d'Instagram. J'ai très vite compris que la communauté des mamans sur Instagram était ultra puissante et voilà, j'ai décidé dès le départ d'assumer ça et de créer un compte qui ne cesse de grossir et c'est vrai qui permet de proposer du coup à des marques des sortes de bundles à la fois avec un message, une campagne house read et puis des stories, un concours. Voilà, ça c'est vrai que ça permet aussi d'engager la communauté, d'offrir voilà des cadeaux. C'est chouette quoi. En tout cas. Moi, je travaille aussi avec des marques qui sont vraiment alignées avec les valeurs avec mes valeurs et puis avec les valeurs de ma communauté. Donc tout ça est très cohérent. Mais c'est vrai que moi, contrairement à toi, j'ai tout de suite fait un compte au nom de Bliss Stories. Mais le danger, c'est que je me suis complètement fondue dans ma marque. C'est-à-dire que c'est un peu le danger, c'est que aujourd'hui, je suis Bliss et Bliss c'est moi incarné, et je l'incarne et c'est moi qui gère le compte Instagram, c'est moi qui réponds à tout le monde sur Insta. Donc autant vous dire que ça prend, que c'est très très chronophage et que parfois j'ai envie de jeter mon téléphone et de me faire une cure de réhab sans Instagram. C'est pour l'instant très compliqué et c'est aussi ce qui me permet de rester en prise directe avec mes auditrices et c'est ce qui me nourrit aussi parce que voilà je sens ce qu'elles ont aimé, ce qui peut coincer, les personnalités qu'elles auraient envie d'écouter, les sujets qui les passionnent et ça c'est très précieux, c'est une façon d'être vraiment main dans la main avec sa communauté. Donc oui, les réseaux pour moi font partie intégrante de la marque Bliss. Mais c'est vrai que j'ai développé aussi pendant le confinement. Hein, il s'est vraiment passé beaucoup de choses pendant le confinement. Un shoot-out à notre super régie native qui nous a tellement qui n'a rien lâché, n'a rien lâché et clair. qui aujourd'hui sont là d'ailleurs. Vous êtes où? Là.
Ouais, c'est vrai que le confinement, c'était une période particulière et à la fois, on n'a jamais autant travaillé que pendant le confinement. Moi, j'ai fait des épisodes accouchés confinés où j'ai interviewé les filles quasiment à la sortie de la maternité. C'est un vrai sujet en plus. Mais parce qu'on voulait savoir ce qui se passait concrètement dans les maternités à ce moment-là, donc c'était passionnant. Et puis, en fait, pendant le confinement, j'ai aussi développé un programme d'accompagnement à la grossesse et au postpartum qui s'appelle Bliss Bump, qui est pour moi la continuité logique de la marque Bliss Stories et qui permettait, c'était l'idée d'accompagner les femmes tout au long de leur grossesse et de leur postpartum. Voilà, donc on a développé ça, c'est un programme payant et ça, tout d'un coup, c'est devenu aussi une autre source de revenus pour la marque et pour notre petite entreprise. Bliss Studio, qui est aujourd'hui une entreprise avec des salariés, une associée, Zoé Villain, voilà. Donc on est plusieurs et aujourd'hui, à la fois les campagnes en régie et les campagnes entrantes aussi en direct, parce que on va pas se mentir, aujourd'hui j'ai aussi beaucoup d'annonceurs qui viennent en direct, on fait un peu les deux. Plus le programme Bliss Bump, qui est donc un programme payant, tout ça permet de faire vivre l'entreprise. Oui. Et on va parler diversification tout à l'heure avec Christopher et Guillaume, mais il y a non seulement le programme Bliss Bump, qui est ce programme audio d'accompagnement à la grossesse, mais tu as aussi développé un Vanity, une tournée de spectacles. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors c'est vrai qu'il y a donc Bliss Bump. Il y a un livre. Oui, le livre, il était sorti avant, c'est vrai, chez Hachette. Et Bliss Bump, donc moi, c'était vraiment déjà quelque chose, c'était une mission que je m'étais donnée, donc je suis très heureuse parce que ça aide beaucoup de femmes à la fois pendant les 9 mois de la grossesse et après pendant la dure période du 4e trimestre. Et effectivement, pour continuer à leur tenir la main jusqu'au bout, on a décidé moi j'avais cette envie-là profonde de proposer un kit en fait de produits. Tu sais, les produits pas du tout glamour dont on a besoin à la maternité après avoir accouché, mais qui sont très peu disponibles dans le commerce, qui sont compliqués, qu'on a un peu honte d'acheter, même sur Internet, où on est là genre non mais je vais quand même pas acheter ça. Et puis, la grande culotte, voilà, les espèces d'énormes culottes dégueu, le bidet portatif, les gels, les machins. T'es là non mais je ne veux, c'est pas ça le bliss de l'accouchement. Mais si, ça en fait partie en fait. Donc on a avec To All the Mamas, qui est une formidable marque de cosmétiques pour les femmes enceintes, on a développé le Bliss Vanity, qui est donc cette jolie trousse rose dans laquelle il y a tout les premiers accessoires de première nécessité pour l'après-accouchement. Et ça, c'était vraiment aussi très important pour moi, toujours dans la continuité de cet accompagnement. Et la tournée. Et la tournée. Ouais. Il y a eu la première date au Trianon, le 8 mars. Donc, c'est Bliss qui monte sur scène. C'est un spectacle, nouvelle génération, c'est une création vraiment de toutes pièces. C'est le spectacle que j'aurais voulu voir en tant que future mère et en tant que mère. Voilà. Donc, c'est très excitant. Beaucoup de diversification en fait dans ton activité aujourd'hui. Une dernière question et avant de donner la parole à Guillaume et Christopher sur la diversification justement que tu illustres très bien. Le Vanity, alors tu le dis pas, mais il a été out of stock tout de suite. Enfin, il a rencontré un franc succès. Ouais, on en a vendu 2500 en 6 mois et là on est sold out. C'est la cata. Donc les filles qui vont accoucher cet été, je suis désespérée parce qu'elles n'auront pas toutes leur Bliss Vanity, donc ça me fout les boules, mais on repart en prod là pour qu'il y en ait d'autres très vite sur le marché. Et ma question par rapport à ce produit et tout ce que tu développes, c'est est-ce que ces idées, parce que ça devient des produits à vendre, il y a un système économique derrière, on peut perdre de l'argent si jamais ça marche pas. Ouais, bien sûr. Elles te sont venues du podcast forcément, mais est-ce que tu as eu des demandes? Comment tu as fait pour savoir ce qui était ce qui allait marcher? En fait, moi, toutes mes idées et tous mes produits, c'est des produits cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui m'a manqué à moi, personnellement. Ouais. Le podcast, je l'ai créé pour ça, parce que j'ai vécu ma grossesse et mes accouchements dans l'ignorance la plus totale, que j'ai vu ma petite sœur
complètement désemparée à l'idée d'accoucher. Le programme Bliss Bump, c'était aussi pour ça, c'était pour elle, et le Bliss Vanity aussi, tu vois. Et là, aujourd'hui, ma deuxième sœur est enceinte, elle va accoucher d'une minute à l'autre, et elle a pu écouter Bliss Bump, elle va avoir le Vanity, elle a écouté quasiment tous les épisodes, et je la sens tellement prête, tellement informée, tellement actrice de sa grossesse, que voilà, pour moi la mission elle est remplie, quoi. Voilà. Tu as la preuve sous tes yeux de l'utilité du produit. Est-ce que tu as fait des sondages, même si je comprends que instinctivement tu te dis c'est beaucoup de l'instinct. C'est beaucoup de l'instinct. C'est beaucoup de l'instinct, et puis du retour immédiat de ma communauté aussi. Je te parlais d'Instagram tout à l'heure, c'est vrai que tu sens tout de suite en fait si un produit plaît ou pas. Et puis Bliss Bump, on a vu tout de suite les retours, les ventes, tu vois, qu'on a vu très bien décoller, et le Bliss Vanity pareil. Les filles sont pas obligées de se prendre en photo avec leur Vanity, tu vois. On les force pas, on les paye pas, enfin voilà. Nous, c'est quand on envoie à des nanas à qui on a envie d'envoyer le Vanity, c'est gratos, tu vois. Alors évidemment, si elles font une story, on est contente, mais il y a aucune obligation. Donc si elles se montrent avec les produits, c'est que ça leur plaît. Donc voilà, après c'est un cercle vertueux, Instagram, ça peut aller très vite, très loin, quoi. Oui, et puis on peut dire que le podcast répondait à un vrai besoin de libération de la parole, et les produits avec. Je pose ces questions en fait pour essayer de permettre à des personnes qui voudraient aussi développer, diversifier leur podcast, qui est un produit d'information, un média, vers d'autres produits, que ça puisse être un livre, un produit comme le Vanity, mais qui soit pas forcément dans la grossesse, imaginons qu'on parle d'autres sujets. Donc c'est intéressant de savoir d'où est venue l'idée et comment tu t'es dit que ça allait marcher. Peut-être Guillaume, toi, je sais que tu as développé une newsletter et d'autres choses autour. Oui, en fait, ça aborde directement les sujets dans lesquels mon emploi du temps atteint ses limites. Donc, c'est des tentatives que j'ai faites. Effectivement, les newsletters, j'y crois vachement. Je crois que c'est Christopher qui aura aussi des éléments à apporter là-dessus. Mais ça fait partie de ces canaux qu'on soupçonne pas trop. En fait, on a tous un aperçu assez négatif des newsletters en se disant de toute façon les gens ils les lisent pas. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Je pense que justement sur les médias très affinitaires comme le podcast, la newsletter est un super complément. Moi, j'ai eu des très très bons retours sur ce que je pouvais faire en newsletter. Je manque cruellement de temps pour la sortir régulièrement. Ça fait partie des arbitrages sur lesquels j'aimerais changer de vie pour justement, ça fait partie de ces diversifications sur lesquelles je crois beaucoup. Parce que éventuellement une newsletter de qualité pourrait être payante sur abonnement. Absolument, comme comme le podcast, une version gratuite d'appel dans lequel il y a un résumé d'infos, et une version payante sur laquelle il y a des analyses complémentaires, effectivement. Alors Christopher, comment fait-on pour se diversifier justement ? Alors déjà, la première chose importante, c'est que quand on ne dépend que de la publicité, c'est dangereux. J'ai eu la chance d'être DG de BFM Business, et pendant le confinement, les recettes publicitaires ont baissé de 80%. 80%. Donc, comment on fait face à une crise comme ça, une crise des investissements publicitaires? C'est en se diversifiant, en cherchant d'autres sources de revenus, et réduire sa dépendance au marché publicitaire. Alors, il y a Patreon, c'est une bonne façon de le faire. Créer des contenus premium, c'est une bonne façon de le faire, soit via un flux de podcasts premium, soit via des newsletters premium. Quand tu dis premium, c'est payant, c'est ça ? Payant, bien sûr. En France, j'ai l'impression qu'on a les créateurs de contenu ont encore peur de demander de l'argent à leur communauté. Très dur. Il faut savoir que votre communauté veut vous donner de l'argent, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est un pas qui est compliqué à franchir, parce qu'on a l'impression de mendier un peu, entre guillemets, sauf que non, il y a des personnes qui adorent ce que vous faites, qui adorent la façon dont vous le faites, qui adorent ce que vous dites, n'importe quoi, et qui ont envie de continuer à ce que vous le fassiez, et donc qui sont prêts à payer pour que vous puissiez continuer à le faire. Donc ça, c'est la première chose. Moi, j'aime bien dire aux podcasteurs avec lesquels on travaille chez Orso Média qu'ils doivent considérer leur podcast comme un peu le cœur d'une stratégie de contenu plus globale. Ça doit être un peu le point d'entrée vers d'autres choses. Le contenu, on le crée une fois, c'est le podcast. On doit pouvoir le décliner dans une newsletter. Alors, il faut un peu de temps, certes, mais on peut utiliser, par exemple, une bonne partie de ce qu'on utilise dans le descriptif de son épisode. On peut le mettre dans une newsletter. Il n'y a aucun risque de duplicate content. Vous savez, c'est Google qui
qui a tendance à pénaliser des 2 pages qui ont des contenus identiques. Là, c'est pas le cas parce que ce qu'il y a sur les plateformes d'écoute n'est pas crawlé par Google. Donc, ça, c'est une première piste. Vous pouvez déjà démarrer par ça. Lancez une newsletter avec le descriptif de vos épisodes. Vous le lancez une fois par semaine. Vous pouvez aussi faire des événements. On a fait le tout premier événement avec Génération Do It Yourself en mars dans l'univers c'était dédié aux freelance. On avait 50 places, on a eu 300 demandes. Et donc des événements qui seraient aussi sponsorisés par un événement physique, bien sûr. L'idée, c'est que cet événement soit gratuit pour les auditeurs et dont les coûts sont supportés par un sponsor. Voilà, il y a 1000 façons de diversifier. J'encourage beaucoup mes podcasteurs aujourd'hui à aller sur TikTok. Sur TikTok, voilà, moi j'ai 38 ans. Quand j'y allais il y a encore 9 ou 12 mois, j'avais l'impression d'arriver sur une exoplanète. Je comprenais rien. J'avais pas les codes, etc. Et maintenant, je fais pas encore des chorés, Clémentine, mais je trouve on en sort un peu de ces chorés TikTok. Il y a énormément de choses très intéressantes qui se passent sur TikTok, des créateurs de grands talents et qui partagent des choses super intéressantes. Et donc, d'ailleurs, c'est un sujet pour Orso Média. On est en train de discuter avec des TikTokers pour leur apporter la même chose que ce qu'on apporte aujourd'hui aux podcasteurs. Donc, allez sur TikTok, allez sur Instagram, diversifiez-vous. Ouais. Et avec juste aussi un mot qui est important, quand on parlait du modèle économique, quand on crée du contenu, soit on se dit que à terme, ça va devenir un média et on a l'ambition d'en faire un média, soit on se dit que tout le contenu qu'on crée, c'est au service d'une activité secondaire. C'est un peu le modèle de Pauline et de Clémentine, auquel cas, sur le nom, finalement, toi, tu as créé un média de manière complètement remarque entrepreneuriale, mais si demain tu souhaites revendre Bliss pour une raison ou une autre, parce que tu en as ras-le-bol, tu veux faire autre chose, tu peux, parce que tu as créé une marque qui est forte avec une communauté. Alors certes, il y aura un peu de déperdition, parce que beaucoup de gens veulent suivre Clémentine, mais voilà. Et toi, Pauline, ton activité est au service du contenu, et ça marche. Et donc, quand on calcule la rentabilité et la monétisation de ces contenus, il faut prendre ça en compte. Qu'est-ce que ça apporte de manière indirecte à d'autres activités. Oui, et incidemment, quel est notre objectif personnel? Est-ce qu'on veut avoir une activité comme une entreprise, une marque globale et avec des salariés plus tard, si on pense moyen à long terme, ou est-ce qu'on veut vivre de son contenu, être un créateur à plein temps et basta, et puis c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Dernière question subsidiaire, et après on va prendre des questions si vous en avez. Est-ce que ça signifie, parce que TikTok, newsletter, Instagram, le podcast, c'est du temps, est-ce que ça signifie qu'on doit se mettre à plein temps pour monétiser? Alors, non, mais c'est sûr que c'est la ressource la plus rare quand on est créateur de contenu, c'est le temps. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie de contenu qui vous permette de transposer des choses d'une plateforme à l'autre, même si ça fonctionne pas toujours, c'est assez limite. Hein. Ce qui fonctionne sur TikTok ne fonctionne pas forcément sur Instagram, mais bon, il y a quand même des choses à récupérer. Il y a aussi des automatisations à mettre en place. Il y a des outils super, bon, un peu tech, mais c'est pas forcément pas besoin d'être un dev, mais des outils comme Zapier, comme Make.com, qui est le nouveau nom de Integromat, qui permettent de connecter des services les uns avec les autres et qui peuvent vous faire gagner énormément de temps en tant que créateur de contenu. Voilà, tout ça, c'est vrai que ça peut faire gagner du temps, mais en même temps, voilà, oui, ça demande du temps. Oui, c'est ingrat parce que c'est long à mettre en place une communauté. Clémentine, t'as pas fait 700 000 écoutes en 2 mois. C'est ingrat, mais par contre, ce qu'on crée, c'est super solide. Donc, on crée une relation hyper étroite avec ses auditeurs, et ça a une valeur exceptionnelle en fait. Donc, c'est un investissement. Le temps, c'est un investissement. Et c'est très gratifiant en tant que créateur. J'ajouterais que en fait, le temps qu'on y consacre, ça dépend aussi de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que si on veut que ça soit un revenu à côté, comme ça a longtemps été ton cas, Guillaume, et c'est encore le cas d'ailleurs, je peux dire, peut-être pour pas longtemps, mais on ne sait pas. Si on veut que ça soit un revenu à côté, que la monétisation du podcast vous intéresse parce que vous voulez juste rembourser les frais de montage ou l'hébergement, on est dans la salle Ocha, donc peut-être que vous êtes payé un hébergement. Si vous voulez juste monétiser pour ça, c'est vrai qu'on peut développer des solutions de sponsoring ou de crowdfunding. Si on veut en faire son métier, sa vie,
Il y a toutes ces solutions dont on a parlé tous ensemble qui peuvent être utiles. Tu avais rajouté quelque chose ? Surtout que, non, juste une petite remarque par rapport à moi, mes débuts. Par exemple, au début, moi, je sortais 2 épisodes par mois. Et très vite, je me suis rendu compte que si je voulais augmenter mes audiences et donc potentiellement le nombre d'annonceurs intéressés, fallait que je passe en hebdo. Oui, il faut dire que tu avais aussi un métier à côté. Oui, moi j'ai comme Paulette, moi j'ai passé 1 an, la première année de Bliss, j'étais chez TF1. J'étais en CDI chez TF1. Donc je bossais de 9h à 19h chez TF1. Là, juste en face, là. Et je rentrais chez moi, je couchais mes enfants et je bossais jusqu'à 2h du mat sur mon podcast. Donc ça a tenu 1 an péniblement. 1 an après, j'ai quitté TF1 et en fait, je suis passée en hebdo, la première année. Et là, d'un coup, sortir tous les lundis un épisode d'1 heure, 1 heure et demie, qui est monté, qui est mixé, où tu as écrit ton intro, où tu as écrit ta conclu, où tu as machin, où tu as fait le visuel, où tu as écrit ton petit article sur ton site et tout, c'est monumental en fait, d'un coup, comme tu es en flux tendu en permanence. Mais ça augmente tes écoutes, donc ça augmente l'intérêt des annonceurs. Et donc voilà, bon. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le rythme. Et il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui ne se rendent pas compte de ce rythme que ça implique tout d'un coup dans un quotidien. Et voilà, je tiens à préciser que pour tenir sur la longueur, il faut vraiment être conscient de ça, que c'est un taf très très chronophage et que le côté hebdo, est compliqué. Et j'ajouterais, alors je suis complètement d'accord avec toi, et même pour aller plus loin, déculpabiliser aussi. Je sais que certains commencent même à réfléchir déjà à la monétisation avant même d'avoir lancé le premier épisode. Lâchez prise dessus, amusez-vous, prenez plaisir, persévérez. Parce que si vous saviez le nombre de moments up et down qu'on s'est tapé, ça prend du temps. C'est normal, on passe tous par là. Et au bout d'un moment, ça fonctionne, mais sur la longueur. Mais moi, j'ai mis 1 an vraiment à pouvoir lâcher mon CDI. Mais toi, t'es la licorne. Oui, et en plus, toi, tu as été très vite dans les écoutes. Voilà. Oui, donc c'est déjà rapide. Non, mais pour dire qu'aujourd'hui, moi, mes podcasts, Bliss Stories, le podcast, je bosse dessus la nuit. Oui, en plus de tout ce que parce que la journée, je peux plus bosser dessus. Donc, non, mais c'est un concept, quand même. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Il faut que tu te reposes, Clémentine. Ouais. Non, juste quelque chose qui est important aussi, quand vous commencez à gagner de l'argent avec vos podcasts, alors si vous pouvez vous le permettre, réinvestissez cet argent dans des prestataires, en fait, à qui vous allez confier peut-être le montage, la création de vos vignettes, le montage de vos TikTok, de vos Insta. C'est de l'argent qui est bien investi parce que ça va vous faire gagner du temps. Avec ce temps, vous allez pouvoir produire plus d'épisodes, plus d'audience, plus de revenus, etc., etc. Donc, c'est une erreur que font beaucoup. Ils se disent, ah, c'est bon, je gagne de l'argent, je le mets là, voilà, je me fais plaisir. Évidemment, il faut se faire plaisir, mais réinvestissez-le. Le montage étant quand même le nerf de la guerre. Enfin, pour ceux qui ont des épisodes montés. On n'est pas d'accord du tout. Mais toi, moi, je fais tout moi-même. Je fais tout moi-même. Toi, tu fais tout toi-même. Ça, je sais pas comment tu fais. C'est vrai que parce que justement, je veux garder cet œil et cette main mise sur le contenu qui fait tout. Ah oui, mais de déléguer un montage, ça ne permet pas de... Allez, dernier débat. Je suis team Pauline aussi. Ouais, j'aime bien ce que je comprends et en fait ça a beaucoup de sens les précos que vous faites et elles sont très pertinentes. Je crois aussi qu'il y a une partie des gens qui écoutent les podcasts et qui sont en affinité avec ces médias-là parce qu'ils aiment aussi ce côté tout fait par la personne en artisanal. Donc je pense que les deux se valent. Il faut savoir piocher dans les deux cas en fait. Je pense. Oui, c'est ça. En fait, pardon, mais l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, tu vois, moi mes épisodes, je délègue le montage. Mais je repasse dessus systématiquement, tu vois. C'est-à-dire que dégrossir un montage, ça permet quand même de te faire gagner énormément de temps. Pense-y. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que chacun a sa propre méthode et sa recette. Mais toi, Pauline, toi, c'est ton métier. Tu vends aussi cette prestation de faire des podcasts pour les marques. Donc, oui, c'est peut-être aussi pour ça que tu continues à être beaucoup impliqué. Oui, c'est une de tes missions. J'imagine. Non, je crois que j'ai ce gros souci de. Tu as tort et j'ai raison. Ça m'arrive tellement souvent. Mais c'est terrible. Mais en fait, c'est vraiment ma passion. J'aime tellement la leçon, c'est mon bébé.
Et je sais qu'il y a un moment où je vais devoir déléguer ça. Mais pour l'instant, ça fait partie aussi de l'ADN de mon podcast parce que, mais si vous saviez le nombre de coupes. C'est toi qui coupes tes et même en ce moment, je m'oblige à ne plus le faire parce qu'en fait, je crois que ça a du charme aussi, l'imperfection de ce podcast où on papote entre deux prises. Et donc, bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que là, il faut qu'on continue sur la monétisation. On fera un événement ensemble. Une deuxième table ronde. Est-ce que vous aviez des questions? J'ai gardé du temps pour ça, mais sinon, après, on a des choses à dire. Est-ce que vous avez des questions? Je peux faire passer un micro. Merci. Bonjour. Du coup, j'avais une petite question sur le crowdfunding notamment. Est-ce que vous avez réfléchi à proposer, j'entendais que vous parliez potentiellement de newsletter, mais est-ce que vous avez réfléchi à proposer justement du contenu supplémentaire qui serait financé par les auditeurs? Et si oui, quel type de contenu et pourquoi vous avez laissé tomber? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer? Alors, je vais faire une réponse, mais enfin, je peux faire circuler le micro. Je rebondis sur ce que Christopher disait tout à l'heure. En fait, ce qui est marrant, c'est que à propos du montage. Alors, non, sur ce que disait Christopher tout à l'heure, sur le frein qu'on peut avoir à demander aux gens de participer déjà. Moi, je fais partie des gens qui témoignent sur le fait que les gens ont demandé à participer avant même que je crée un financement participatif, donc c'est chouette. Et encore aujourd'hui, quand je dis aux gens quelles sont les contreparties que vous souhaiteriez, parce qu'il faut le faire évoluer aussi. En fait, les gens, dans l'immense majorité des cas, ils me disent non, mais je m'en fous des contreparties en fait. Limite, même j'écoute le podcast avec la pub parce que ça te soutient, parce que je suis aussi ce que tu fais, ça me dérange pas. Les publicités que tu fais, en plus, c'est des publicités qui sont lues, qu'on appelle host-read. Donc ça me dérange pas. Il y a cette affinité que tu décrivais, Christopher. Mais effectivement, je pense aussi qu'il peut y avoir des contreparties qui peuvent être sympas, qui entretiennent un petit peu le fond. Et je crois pas que c'est vraiment le sujet qui va faire que les gens vont soutenir un podcast. Encore une fois, ils vont le faire parce qu'ils aiment le contenu, parce qu'ils veulent quelque part en faire un peu partie, et je suis pas certain que les contreparties soient vraiment des éléments d'appel. En tout cas, dans les podcasts que je connais et dans lesquels j'évolue. Oui, et puis tu as créé une vraie relation de confiance et d'affinité avec ta communauté qui te suit quoi qu'il arrive parce qu'elle apprécie ton contenu, ce qui est aussi très intéressant pour les marques puisque on crée un dialogue en fait très sincère. C'est pas je fais la pub de telle chose. Ouais, et ce qui est du coup difficile, et c'est là où le boulot avec une régie est hyper important, c'est ce que tu disais aussi Christopher tout à l'heure, c'est qu'on peut pas promouvoir n'importe quoi. Enfin, je me sentirais pas à l'aise moi aujourd'hui dans le podcast de mettre en avant quelque chose qui n'a aucun sens avec les valeurs des auditeurs, avec les valeurs de ce qu'on porte, surtout qu'on est un peu engagé dans Tech Café, donc ce serait vraiment jouer à un jeu qui serait pas honnête vis-à-vis des gens, je pense. Oui. Et ça, je crois que c'est unanime, hein, le fait complètement. d'avoir des marques très affinitaires. Chez Native, justement, on se met régulièrement des réunions où on discute. La toute première réunion qu'on a eue, c'était sur nos valeurs. Et c'est pour ça que moi, je suis venue chez Native. C'est parce qu'on avait une vision commune, des valeurs communes. Il y a des marques qui sont hors de mon champ des possibles. Et effectivement, tout ce dont je parle, je les aime vraiment personnellement et souvent j'en fais des stories qui sont pas payées, mais parce que juste j'aime beaucoup le produit ou alors je me fais sponsoriser par HelloFresh. J'aime tellement ça que maintenant je paye pour HelloFresh. Je perds de l'argent à cause de vous. Donc ça c'est primordial. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors je sais pas qui a. Bonjour. Moi, ma question, c'est pour faire un premier podcast, est-ce que vous conseillez de faire un épisode pilote, justement, pour montrer notre personnalité, tout l'habillage sonore, tout ça. Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Moi, je pense que il est urgent de se confronter à ton sujet, à la technique et à ta voix aussi, et à voir si le format fonctionne. C'est pour moi le pilote, il est évident. Enfin, te pose même pas la question. Fais-le. Le matériel coûte pas très. Un épisode ou 2 ou 3. Moi, j'ai enregistré. Moi, j'ai lancé Bliss. J'avais enregistré 3 épisodes avec des potes. Il y avait ma cousine, il y avait une de mes meilleures amies et une autre fille que j'avais contactée sur Insta. J'ai produit mes 3 petits épisodes toute seule dans mon coin et puis je les ai balancés. Puis tu vois,
tu vois, et tout de suite, tu te confrontes au nerf de la guerre, c'est-à-dire, est-ce que tu es à l'aise avec ton sujet? Est-ce que ce côté technique, tu le maîtrises? Est-ce que tu es prête à peut-être te former? Parce que c'est quand même du taf, tu vois, les logiciels de montage, de graphisme et tout. C'est très intuitif maintenant. Mais quand même, voilà, faut se former. Donc, moi, je suis pour se confronter, balancer... moi, je suis pour même balancer 2-3 épisodes parce que c'est toujours bien voilà, d'avoir comme ça plusieurs numéros sur une même thématique. Et ouais, vas-y, fonce. C'est ta meilleure carte de visite. J'abonderais même sur le fait qu'il y a un truc qu'on n'a pas toujours en tête quand on parle de podcast, c'est qu'au-delà d'être un contenu audio, c'est aussi un rendez-vous. Enfin, moi, je le conçois beaucoup comme ça, et je pense que c'est le cas d'énormément de podcasts. C'est qu'au-delà d'être un contenu audio qu'on va consulter pour un thème en particulier, c'est un rendez-vous que les gens vont accepter d'avoir dans leur quotidien, dans leur transport, dans leur ménage, etc., avec une émission, avec une voix, avec une personnalité. Et donc, plus qu'un pilote, même, je dirais, il faut installer l'habitude. Et d'ailleurs, pour répondre à la question peut-être de la table ronde, c'est comment je monétise le podcast et comment je monétise une habitude que j'ai réussi à installer avec les gens. Donc oui, un pilote, voire même beaucoup de contenu, quoi. Avant que tu parles du montage, Pauline. Non. Ah pardon. Oui, bien sûr. Non, oui, ce que je voulais te dire, c'est tes 3 premiers épisodes seront forcément moins bons que les 10, 11, 12. Donc, faut lever déjà ce frein et te dire, vas-y, lance-toi. Au-delà du pilote, je pense que ce qui est important, c'est de lister tes 10 premiers invités. C'est qui, en fait? Parce qu'on a tous des super bonnes idées de podcast, mais qui ne sont pas forcément toujours capables de tenir sur la durée. Faire l'exercice de lister tes 10 premiers invités, ça confronte ton idée à la réalité de tes invités, et ça va te montrer ou pas si ton podcast peut tenir la durée, avec la même promesse. C'est important, avec la même promesse éditoriale. Oui, moi j'ai une question plutôt pour Guillaume sur Patreon. Voir un peu ton retour d'expérience. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est durable en fait au niveau des flux? Est-ce que c'est quelque chose que tu maintiens? Parce que, enfin, moi par exemple, j'étais client Patreon sur un influenceur américain, et bon, au bout d'un moment j'ai lâché parce que j'y trouvais pas assez de bénéfices, quoi. Alors, la question apporte sur le dispositif côté podcasteur ou côté personne qui soutient la... Côté podcasteur, moi j'adore la plateforme, je suis amoureux de Patreon, c'est des gens géniaux. Ils essayent de s'implanter un petit peu plus en Europe, en France, parce que ça restait quand même un service très américain. Aujourd'hui, la plateforme, elle est super pratique, elle évolue. Ils écoutent aussi les créateurs de contenu. Donc, il y a des remontées qui leur sont faites régulièrement avec des frustrations et ils les intègrent. Et aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme qui est agréable à utiliser. Ils ont pris aussi en compte plein d'éléments un peu chiants sur l'aspect budgétaire, sur les TVA dans le monde, etc. Ils intègrent ça de manière extrêmement propre. Et aujourd'hui, en tant que professionnel, utiliser Patreon, c'est presque une valeur sûre dans la création de contenu. Comment ? Rentrée d'argent. Alors, je crois que c'est sur la durée, les rentrées d'argent, est-ce qu'elles restent stables? Sur le côté durabilité de la participation des gens, moi aujourd'hui, sur tout le recul que j'ai pu voir que les choses étaient en croissance pour moi. J'ai l'impression qu'au global, pour eux, ça fonctionne malgré tout de mieux en mieux. Il n'y a pas un désintérêt de l'utilisation de ce type de plateforme. Par contre, effectivement, en tant que créateur de contenu, miser, comme le disait, d'ailleurs, j'ai l'impression un peu tout le monde, de miser que sur une seule source de revenus comme Patreon, c'est sans doute hyper dangereux, quoi. Mais oui, moi j'y crois. J'ai l'impression que les gens sont encore plus en attente aujourd'hui de soutenir des contenus qu'ils aiment. D'autres plateformes essayent de le faire. J'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à convaincre autant que Patreon. Merci beaucoup à tous les 4. On arrive à la fin de cette table ronde. Je terminerai par dire que je pense que chacun peut trouver sa voie dans le podcast et dans la monétisation avec un mix de tout ce dont on vient parler aujourd'hui. Merci Pauline, merci Guillaume. Merci à toi surtout. Merci Clémentine et merci Christopher. Merci. Et merci à tous. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.